Donc, la mission archéologique française du désert oriental, créée en 1994 par Hélène Cuvigny, a exploré la région avec une équipe dont la plupart des membres sont réunis ici. Il s'agissait d'étudier deux aspects de la présence romaine dans la région. D'une part, l'exploitation des carrières, voilà la carte réalisée par Jean-Pierre Brun. D'autre part, l'aménagement et la surveillance de deux grandes pistes caravanières conduisant au port de Myosormos et Bérénice. En janvier 2013, la mission du désert oriental, dont j'ai repris la direction, a entrepris de se pencher sur l'occupation ptolémaïque de la région, l'exploitation de ses ressources par les Lagides et les travaux entrepris par ces derniers pour la traverser et faciliter ainsi l'accès à la mer Rouge. Cette période représente l'apogée de l'exploitation de l'or dans le désert oriental et l'on doit aussi aux Ptolémées la fondation des ports majeurs que sont Bérénice et Myosormos en particulier. Pour autant, très peu de sites datant de l'époque ptolémaïque ont été fouillés dans la région, à l'exception précisément des ports. Ils sont pourtant nombreux, ces sites ptolémaïques, et ont été repérés de longue date, que ce soit par les voyageurs du XIXe siècle, Belzoni et Wilkinson en tête, ou lors des nombreuses prospections conduites au XXe siècle, notamment celles récentes, conduites par les Clem, par Henry Wright ou encore Stephen Sidebotham, dans les années 90. Pour écrire l'histoire du désert oriental sous les Lagides, de son exploitation et de son développement, il fallait donc, jusqu'à il y a peu, se contenter des données tirées de prospection de surface. L'on pouvait aussi se reporter aux sources écrites, heureusement assez nombreuses, mais la plupart du temps postérieures à la période, l'exception étant évidemment le traité du géographe Agatharchide, daté de la fin du IIe siècle avant notre ère. La région a aussi livré quelques inscriptions ptolémaïques, en particulier le Panéion d'Alcanaïs, ici représenté sur la carte. La documentation n'était donc pas inexistante, mais il y avait là à tout le moins un biais méthodologique dû à l'absence presque totale de sources archéologiques tirées de fouilles. Pour remédier à cette absence, nous avons entrepris d'explorer les sites archéologiques du désert oriental et avons choisi de nous concentrer tout d'abord sur le district de Samout, ici au centre de la carte. Ce district est situé entre Edfou et Marsa Alam, sur l'ancienne route qui reliait Edfou au port ptolémaïque de Bérénice. La zone présentait en 2013 l'avantage de comporter des vestiges nombreux, apparemment datés d'une fourchette chronologique large, mais essentiellement, et dont les plus imposants, remontaient à l'époque ptolémaïque, qui est au cœur de notre problématique. Nous le verrons, une grande partie des vestiges est liée à l'exploitation des mines d'or du district. Ils vous seront présentés par Thomas Fauché, directeur adjoint de la mission et responsable au sein de l'équipe de cette question particulière. Je me concentrerai pour ma part sur les autres vestiges d'époque ptolémaïque en vous présentant en particulier le fort de Bir Samout. Surtout, j'insisterai sur la chronologie des différentes implantations que nous avons pu explorer durant 3 saisons. Cela me permettra de revenir sur ce que l'on avait dit jusqu'à présent de l'investissement des premiers Lagides dans la région. Mais il faut tout d'abord parler du contexte dans lequel nous travaillons et sur lequel Jean-Pierre Brun a déjà insisté. En effet, la région connaît actuellement une véritable ruée vers l'or qui met gravement en danger les vestiges anciens. Jusqu'à très récemment, comme la plupart d'entre vous le savent bien évidemment, le désert était très peu fréquenté et les vestiges antiques étaient admirablement bien préservés. Mais depuis 2012 et surtout 2013, les chercheurs d'or se sont lancés à l'assaut de la région. Et évidemment, ils se sont concentrés tout d'abord sur les sites antiques, localisés à proximité notamment d'anciennes mines. Ils ont donc éventré les sites à grands coups de bulldozers et de pelles mécaniques. Et le fait qu'ils soient armés depuis peu, comme vous le voyez sur cette photo prise par Jean-Pierre Brun, de détecteurs de métaux est une catastrophe supplémentaire. Parallèlement, un autre type de ruée vers l'or, moins anarchique mais tout aussi destructrice, voire plus grave, est à l'œuvre, puisque l'État égyptien a accordé plusieurs concessions dans le désert à des compagnies minières, dont certaines ont décidé de reprendre l'exploitation de mines antiques. Les vestiges du district de Samout ont donc été endommagés juste avant le début de nos travaux. C'est dans ce contexte que nous avons commencé une prospection en 2013, à laquelle ont succédé 3 saisons de fouilles en janvier 2014, 2015 et 2016. Pour assurer nos campagnes annuelles, la mission bénéficie du soutien principal du ministère des Affaires étrangères, de l'Institut français d'archéologie orientale et d'un mécénat de la Fondation du Collège de France. Voici une photo satellite du district de Samout et la carte datée de 2013 qui recense tous les vestiges repérés dans cette zone. Il démontre une présence humaine importante dans la région qui s'étend de l'époque pharaonique, probablement du Nouvel Empire, jusqu'à l'époque moderne. À l'époque ptolémaïque, le district s'organise autour de 2 grandes implantations.
l'une au sud appelée Bir Samout et l'autre au nord qui n'a pas de nom et que nous avons dénommé Samout Nord. Les deux sites sont distants de 4,3 km à vol d'oiseau et sont très différents l'un de l'autre. Le site sud est localisé dans un vaste wadi et comporte un fortin qui abritait probablement un puits, d'où son appellation de Bir, le puits. Le second est dans les montagnes et organisé autour d'un filon aurifère dont l'exploitation est à l'origine d'un important programme de construction qui vous sera détaillé par Thomas Fauché. Je ne m'attarderai pas donc sur ce site de Samout Nord, sauf pour en donner quelques éléments chronologiques et évoquer la nature de cette implantation. Voici ici une vue satellite des aménagements avant le début de notre mission. L'analyse de la céramique effectuée par Jean-Pierre Brun a démontré que l'occupation du site remontait probablement au dernier quart du IVe siècle avant notre ère. Cette date très haute encourage le réexamen du rôle de Ptolémée Ier dans le désert oriental, un rôle qui a été jusqu'alors totalement négligé au profit de son fils Ptolémée II Philadelphe. Le site de Samout Nord est entièrement dédié à l'exploitation de l'or et fonctionne, d'après nos estimations, quelques années. Il est possible d'ailleurs qu'il n'ait pas été utilisé en continu durant ce court laps de temps, mais que l'occupation ait été saisonnière, comme elle l'était par exemple sur les sites du district de Samout où l'or a été exploité au Nouvel Empire ou à l'époque médiévale. Comme vous le verrez dans la communication suivante, au cours de cette brève période d'occupation, le filon de Samout Nord est exploité activement et le programme de construction y est important et réalisé visiblement en une seule et même fois. On aurait tendance à y voir ici le fruit d'un investissement d'État, une exploitation lancée sur ordre du roi macédonien et avec des moyens assez conséquents. Malheureusement, peu d'ostracas ont été mis au jour sur le site pour le vérifier, mais l'un d'entre eux mérite d'être mentionné. Il s'agit de l'ostracone Samout 305, un titulus amphorique, qui indique que le récipient contenait des figues noires envoyées à un banquier. La mention de ce banquier n'est pas sans intérêt et pourrait aller dans le sens d'un investissement direct du roi dans l'exploitation de l'or de la région. Le peu de documents relatifs à l'exploitation des ressources naturelles égyptiennes par les Lagides, on possède seulement quelques papyrus qui évoquent des mines de cuivre dans le Fayoum ou des mines de pierres précieuses dans le désert oriental, et l'on peut évidemment aussi s'appuyer sur le récit d'Agatharchide concernant les mines d'or du désert oriental. Ces quelques documents donc tendraient également à suggérer que les mines et carrières égyptiennes étaient directement gérées par l'État lagide, en même temps que ces documents démontrent le rôle important de l'armée dans la surveillance et l'exploitation de ces ressources. Et c'est également notre hypothèse pour la mine de Samout Nord. À part cet ostracone et 13 autres du même type et écrits en grec, 9 ostracas démotiques ont également été mis au jour sur le site, essentiellement des inscriptions sur jarre. L'utilisation du démotique est intéressante et démontre peut-être la présence d'Égyptiens sur le site. Ce site est abandonné assez vite, avant la fin du IVe siècle avant notre ère, pour des raisons que l'on ignore. Je laisse Thomas vous parler des éventuelles hypothèses pour cet abandon. En tout cas, nos travaux ont permis de démontrer que l'exploitation de l'or dans le district de Samout ne s'est pas arrêtée lors de cet abandon. À Bir Samout, en effet, une première occupation, visiblement liée à l'exploitation de l'or, a pu être décelée sous le fort, que nous avons exploré presque entièrement au cours des 3 dernières années, Jean-Pierre Brun, Thomas Fauché et moi-même. Comme vous le voyez sur cette photo satellite, la configuration de Bir Samout est très différente de celle de Samout Nord. Nous sommes ici dans un wadi ouvert sur une route qui permet de relier Edfou à Bérénice en plaine. Une dizaine de sites ont été repérés dans la zone, dont le plus important est évidemment le fort de Bir Samout, sur lequel je reviendrai, que vous voyez ici au centre de la photo. Avant sa construction toutefois, sans doute au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, d'après l'étude de la céramique conduite par Jennifer Gates Foster, qui présentera les détails demain lors de sa communication, donc une première occupation est attestée. Nous avons pu la mettre en évidence sous le fort en plusieurs endroits de nos explorations. Par exemple ici, sous les éléments du bastion sud, vous voyez un mur, la rase d'un mur qui appartient à cette première phase. Le seul élément bâti que l'on peut attribué à cette première phase est une vaste salle qui fait 4 mètres de large sur au moins 6,50 mètres de long et qui était recouvert, dont les murs et le sol étaient recouverts d'un enduit de chaux. À ce stade, il est difficile d'en donner une fonction. En relation avec ce bâtiment, mais aussi en divers endroits fouillés sous le fort, nous avons mis au jour une épaisse couche de sable très lourd et blanc, ici sous le bastion nord, cette fois-ci, de Bir Samout.
couche de sable qui a servi à niveler la zone lors de la construction du fort, et dont nous pensons qu'il pourrait s'agir de farine de quartz. Également, plus de 600 meules ont été recensées, remployées dans les murs du fort lors de sa construction. Au regard de ces découvertes, il faut imaginer que des milliers de meules et de nombreux amoncellements de farine de quartz devaient joncher le site de Bir Samout avant la construction du fort, résultat donc d'une intense activité de broyage de quartz dans la zone, donc probablement au début du IIIe siècle avant notre ère. Cette première occupation a une durée de vie qu'il est difficile de déterminer, mais il est assuré que la zone a été abandonnée un temps avant que le fort ne soit construit. Voici ici une vue avant nos travaux. Le fort de Bir Samout est bien connu par les voyageurs. Il est possible tout d'abord que Frédéric Caillot y soit passé en 1816 et il a été ensuite vu par Giovanni Belzoni au tout début du XIXe siècle. Il a fait également l'objet d'un relevé de Wilkinson. Il est de nouveau visité par le géographe Hume avant 1907 qui rapporte que son puits donne toujours de l'eau. En 1912, dans son ouvrage sur la géologie du désert oriental, John Ball précise que le puits est toujours présent au centre du Fortin. Et Murray, dans son article de 1935 sur les fortins et routes du désert oriental, évoque à son tour un puits profond, dit-il, à son époque de 20 mètres. Il est possible, même si c'est encore à vérifier, que ce soit ce point noir, cette tache sombre, sur la photo satellite que l'on distingue sur la photo satellite Corona, prise en juillet 1969. Enfin, le fort a été vu et relevé par les Clem et les équipes d'Henry Wright et Stephen Sidebottom dans les années 90. Plus récemment, malheureusement, des chercheurs d'or ont endommagé la porte nord-est du Fortin. Vous voyez ici son état avant, la porte avait déjà été endommagée, mais disons qu'elle était encore préservée, et puis son état en 2014. Le dépotoir nord-est a également été endommagé par une passe de pelle mécanique, et le bastion nord-ouest abîmé par un bulldozer. Malgré ces déprédations, le fort est bien préservé grâce à un ensablement conséquent. De taille importante, il fait 76 mètres sur 59, il est muni de 3 tours d'angle et très certainement, comme vous le voyez sur le plan, d'une quatrième, mais qui a été emportée de longue date par le Wadi. L'une des portes, voici l'une de ces tours, la tour nord-est. L'une des portes, peut-être la porte principale, a été localisée à l'angle nord-est, ainsi qu'une poterne située presque en face, et que vous voyez ici, côté ouest. Au nord-ouest et au nord du fort se sont formés 2 dépotoirs, comme il est coutume dans le contexte des fortins, au débouché des portes. Vous voyez les dépotoirs qui ont été ici carroyés avant leur fouille. Il s'agissait des zones les plus sensibles aux pilleurs et chercheurs d'or, puisqu'elles ne sont pas à l'abri des murs de l'enceinte, et nous avons décidé de les explorer et de commencer nos fouilles par ces 2 zones en 2014, sous la direction de Jean-Pierre Brun et du Rais Bourdadi Mohamed Abdallah. Les principales informations que nous en avons tirées ont été livrées par la quelques dizaines de monnaies et les 1313 ostracas qui ont été mis au jour, étudiés par Hélène Cuvigny, Marie-Pierre Chauffret et Adam Bulot-Jacobsen, dont je donnerai un aperçu dans quelques instants. En 2015 a commencé l'exploration de l'intérieur du fort. Et la mission de 2016, oui, ici quelques vues de cette fouille des dépotoirs. Et ici, une photo donc, d'un élément donc, de l'intérieur du fort que nous avons fouillé cet hiver. À l'intérieur du fort, nous n'avons pas trouvé la trace du puits qui a donné son nom au fort et qui a sans doute été emporté par une pelle mécanique il y a quelques années. Mais nous avons découvert dans l'angle nord-ouest du fort une vaste citerne maçonnée, dont vous voyez ici une vue du haut, d'une contenance de plus de 110 mètres cubes. Elle alimentait en eau via une canalisation une très grande pièce, la pièce numéro 14, dans laquelle Thomas Fauché a fait plusieurs sondages cet hiver, qui n'ont malheureusement pas été très concluants, et nous n'avons pas pu vérifier si l'hypothèse d'y voir des étables pour les chevaux, les ânes et les chameaux se vérifiait. La stratigraphie n'était pas suffisamment parlante, et le matériel n'était pas suffisamment parlant. La tour ouest abritait une autre structure en lien avec l'eau, des bains. Ils ont été endommagés, comme vous le voyez sur cette photo vue du haut, par une pelle mécanique, mais heureusement leur plan est presque complet. Il s'agit d'un petit bain dont on connaît une douzaine d'autres exemples en Égypte à l'heure actuelle. Mais celui de Samout a l'avantage d'être très bien daté et d'être en réalité le bain de ce type le plus ancien en Égypte. Ces bains, vous le voyez, comportent un couloir d'accès, numéro 21, qui permettait
d'entrer dans une pièce ronde numéro 20, de faire quelques petites ablutions dans des bassins, puis d'accéder à la salle numéro 22, munie des équipements balnéaires à proprement parler, une cuve plate et une baignoire. Voici ici quelques photos. Les capacités d'accueil réduites de ce petit bain suggèrent qu'il était très certainement réservé à une clientèle particulière, peut-être le chef de la garnison, une partie de la troupe, et ou les visiteurs d'exception. Hormis ce bain, la fouille de l'aile nord a permis de mettre au jour de nombreuses cuisines, ici une vue de l'une de ces cuisines, et des remises. L'aile orientale a révélé quant à elle les vestiges de pièces apparemment dédiées au stockage, tandis que le bastion sud-ouest était sans doute réservé au stockage. Donc, voilà. Ici, le bastion sud qui était réservé au stockage, à l'entreposage des denrées. La date de construction de ce fort n'est pas encore assurée. D'après l'étude préliminaire du matériel, elle pourrait avoir eu lieu vers, ou un peu avant, ou un peu après, le milieu du IIIe siècle avant notre ère. Aucune monnaie n'est attribuable à cette période, mais nous possédons plusieurs mentions d'années régnales dans les ostracas, dont une intéressante année 29 sur un ostracone démotique, qui, si elle est avérée, doit se référer au règne de Ptolémée II. Elle correspondrait dans ce cas à l'an 257-256 avant notre ère, soit une année après la dédicace de l'inscription trouvée à Bir Yayan et publiée par Stephen Sidebottom et Roger Bagnall en particulier. Cela dit, la lecture de l'an 29 sur l'ostracone de Samout divise encore les démotisants et nous préférons pour le moment ne pas donner de date précise pour la fondation de ce fort. Tout au plus, peut-on dire que la majorité des monnaies datent des séries 3 et 4, datées de 261-240 et 240-220 avant notre ère. Et d'après la céramique, une intense activité doit être notée à Bir Samout sous le règne de Ptolémée III, ce que les ostracas semblent confirmer. Le fort a été occupé pendant plusieurs décennies et des remaniements sont notables dans son plan. Il devait être régulièrement curé, nettoyé, et nous possédons finalement assez peu d'informations sur les différentes phases d'occupation au cours de cette période d'occupation. En revanche, nous sommes en mesure de dater assez précisément l'abandon du Bir Samout. En effet, toutes les pièces ou presque présentent des niveaux d'abandon très bien préservés qui attestent que le fort a été abandonné de manière soudaine, peut-être violente et en tout cas définitive. Les sols sont jonchés d'objets laissés en place et Jean-Pierre Brun a même mis au jour les restes calcinés d'un homme dans l'une des pièces fouillées cet hiver. Le plus bel exemple de ces niveaux d'abandon a été mis au jour en 2015 dans la pièce 25 située ici. Bon, vous voyez entouré de ce cercle dans l'aile nord du fort. Cette pièce 25 a une architecture assez banale et finalement sa fonction n'est pas connue. Elle a livré en revanche un matériel plus qu'intéressant. Voici plusieurs vues de cette pièce en cours de fouille, sur lesquelles on voit que la pièce était littéralement remplie d'objets. Au total, d'objets bien souvent complets. Au total, 101 objets ont été inventoriés, mais aussi des ostracas, en particulier des ostracas démotiques. Grâce à cette abondance de monnaie, vous voyez ici une photo d'Adam Blow Jacobsen qui représente l'assemblage céramique en particulier, trouvé dans cette pièce. Et grâce à cette abondance de matériel, au matériel aussi mis au jour cet hiver dans les pièces de l'aile sud et est et dans la partie nord qui n'avait pas été fouillée, on peut très probablement placer l'abandon du fort au début de la grande révolte de Thébaïde qui éclate vers 208-207 avant notre ère. Ce qui semble logique du reste, on y reviendra. Les Lagides n'étaient plus en mesure d'accéder au désert oriental, en tout cas à Samout, durant la révolte, et les troupes cantonnées dans la région ont certainement été redéployées dans la vallée en renfort. Le fort de Samout n'est ensuite plus occupé, sauf sporadiquement, sous le Haut-Empire. Quelques mots maintenant sur la nature de l'implantation du Bir Samout et là où les fonctions de ce fort durant la deuxième moitié du IIIe siècle avant notre ère. L'exploitation de l'or n'apparaît pas dans les quelques 1300 ostracas découverts à Bir Samout, sauf à 2 reprises. L'ostracone le plus explicite, le Haut-Samout 1202, et déchiffré par Hélène Cuvigny, mentionne un administrateur des mines, des métallas, preuve évidente que des mines sont toujours en exploitation dans la zone, ce qui du reste n'est pas étonnant, mais sans que l'on sache évidemment où exactement elles se trouvent. La poursuite de l'exploration minière de la région est également démontrée par la fouille, enfin plutôt le survey que nous avons réalisé cet hiver sur le site d'Abou Grace, localisé ici
tout à droite de la photo, Abu Ghraïs ou Abu Gharaïch. Un petit site minier qui comporte, vous voyez, des multiples cabanes de mineurs, ainsi qu'un bâtiment plus important, le bâtiment numéro 1, et qui date visiblement, d'après les quelques tessons et quelques très rares ostracas mis au jour sur le site sous la direction d'Alexandre Rabot, avec Julie Marchand, Mariola Hepa et Isabelle Goncalves. Donc ce petit site dont l'occupation date très certainement de la deuxième moitié du IIIe siècle avant notre ère, donc en même temps que le Bir Samout. Mais si cette activité minière se poursuit, il est en revanche clair que le fort de Bir Samout, lui, n'a pas pour principale vocation d'en assurer la gestion, le commandement ou la logistique. De la même manière, le rôle du fort de Bir Samout dans la défense du désert oriental n'est pas évident dans les ostracas. Les soldats sont assez discrets dans la documentation et du reste, la région n'est pas en grand danger. En réalité, la majeure partie de la documentation a trait à des distributions de denrées à et autour de Samout, et comme à l'époque romaine pour les présidia, des routes de Bérénice et Myosormos, le fort de Bir Samout a avant tout un rôle de halte sur la route qui mène à la mer Rouge. Vous voyez ici cette route tracée de manière très rapide. Les ostracas de Bir Samout mentionnent d'autres toponymes, et plusieurs d'entre eux, listés notamment dans des ordres de distribution de nourriture, sont assurément des stations qui font partie du même réseau que le Bir Samout et qui s'égrenaient le long de la route conduisant d'Edfou à Bérénice. Leur identification est délicate et encore en cours, mais plusieurs d'entre eux sont déjà connus, ainsi en particulier l'hydroma d'Alcanaïs, ici, ainsi que peut-être celui d'Apollonos si la lecture du toponyme Apolloniou, lu à Samout, fait bien référence à ce fortin. Le fortin du Panéion, le fortin d'Elcanaïs, a lui très probablement été construit sous Ptolémée II. Une dédicace à la reine Arsinoé y a été signalée par Wilkinson. Tout comme la petite station de Bir Yayan, j'en parlais tout à l'heure, située sur la route d'Edfou à Nékésias. C'est bien à Marsa Nakari qu'il faut placer ce port, et qui est localisé ici. Sur le terrain, plusieurs stations ptolémaïques ont été repérées durant les prospections des 19e et 20e, en particulier celles qui ont été conduites par Steven Sidebottom dans les années 90 et qui ont réellement renouvelé la documentation. Vous voyez ici une carte extrêmement préliminaire et encore en cours de construction, réalisée par Alexandre Rabot, et qui représente les fortins et autres aménagements supposés ptolémaïques du désert oriental. Alors, la carte est encore vide d'installations dans le sud, tout simplement car il faut encore travailler notamment sur la datation de toutes les installations repérées ici dans cette zone pour assurer leur datation chronologique. Vous remarquerez également qu'il reste un travail à faire sur le cheminement des voies, un cheminement qui a été réalisé par Alexandre Rabot à partir des chemins naturels, en particulier des wadis, et qui fait que les routes ici sont beaucoup plus sinueuses que dans la manière dont on pouvait évidemment les représenter jusqu'à présent. Donc c'est une carte vraiment très préliminaire, mais malgré son caractère inachevé, elle permet d'ores et déjà de réaliser que les principaux aménagements d'époque lagide dans le désert oriental jalonnent les routes sud, c'est-à-dire les routes qui partent d'Edfou, qui mènent d'Edfou à Bérénice et d'Edfou à Marsa Nakari, donc ici, et Bérénice ici. Sur ces deux routes, le maillage est assez serré et l'on compte une station, en tout cas au début, tous les 20 à 30 km. La prospection de surface conduite cet hiver à Abou Midrik, ici quelques vues, montre que l'occupation de ce petit fortin, de cette petite station, pourrait être contemporaine de celle de Bir Samout. Deux autres petits fortins, Abou Rahal et Abad, pourraient également être contemporains. La partie de la route, donc, menant d'Edfou au moins jusqu'à Bir Samout, mais probablement évidemment jusqu'à Bérénice, pourrait dater évidemment des mêmes périodes. La route de Coptos à Bérénice, mentionnée par plusieurs sources, notamment au début de l'époque impériale, ou celle de Coptos à Myosormos, sont en revanche beaucoup moins bien équipées apparemment. Les quelques sites sur lesquels une occupation ptolémaïque a été décelée ne sont pas des fortins, mais plutôt des haltes non aménagées, ainsi Al-Bouweb ou encore Aboukou. Et Persou, que l'on voit ici, ou encore Dagbag, Kompassi, sont des sites miniers plutôt que des stations de pistes caravanières. Est-ce le résultat d'un biais des prospections ou est-ce le reflet d'une certaine réalité ?
Il me semble que la deuxième solution est la bonne, en soulignant que les prospections ont été nombreuses sur cette route, et en particulier également les opérations de fouilles menées sur les fortins romains. Des vestiges ptolémaïques auraient pu difficilement leur échapper. Ainsi, des deux côtés de l'isthme évoqués par Strabon pour décrire le désert oriental, les localités d'Edfou et de Bérénice sont sans doute les plus actives au début de l'époque ptolémaïque, avant que Myosormos et Coptos ne les remplacent. Probablement car le rôle du désert oriental et la nature du trafic sur la mer Rouge ont alors évolué, et je ne reviendrai pas évidemment sur la question des éléphants de guerre, mais il semble que l'abandon des expéditions de chasse aux éléphants à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ n'est probablement pas étranger à ce basculement. Un autre facteur a également eu son importance, qui a déjà été souligné par les historiens, et qui trouve ici sa confirmation grâce à nos fouilles. L'abandon définitif de Bir Samout au début de la révolte de Thébaïde, et surtout l'abandon de réoccupation ptolémaïque, pourrait suggérer en effet que les Lagides ont réorienté le trafic des caravanes de la mer Rouge vers Coptos, au nord de la remuante Thèbes, qui, lors de sa révolte, avait coupé littéralement les Lagides des routes qui menaient dans le désert oriental, qui menaient à ces mines et qui menaient également à ces ports. C'est d'ailleurs suggéré par Strabon, qui évoque le basculement entre les deux routes. Il dit, en 17:145, « De nos jours, ce sont Coptos et Myosormos qui sont renommés. » Il ne place pas dans le temps cette bascule, mais à mon avis, il faudrait la situer, au moins cette bascule entre Edfou et Coptos, à la fin du IIIe siècle, au tournant des IIIe, IIe siècles. Voilà, ces quelques remarques préliminaires sur l'investissement lagide dans la région tel qu'il est apparu grâce aux fouilles des sites de Samout Nord et Bir Samout confirment ce que l'on avait pu écrire jusque-là sur la région, mais permettent également d'affiner la micro-histoire de cette partie sud du désert oriental, de lui donner corps et de faire émerger des faits jusque-là passés inaperçus. Toutefois, ces observations ne pourront trouver de confirmation tant que nous n'aurons pas exploré d'autres fortins et d'autres mines ptolémaïques de la région en les fouillant. C'est le programme que nous nous sommes fixés pour les années à venir, en espérant toutefois que les vestiges n'auront pas disparu et survivront aux destructions actuelles. Je vous remercie.